Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment créer des playlists idéales et parfaites pour tous tes événements, que ce soit pour des retraites, des ateliers ou des sessions hebdomadaires. Ça fait des années que j'en crée. En général, elles vous plaisent beaucoup. Vous me demandez souvent de vous les partager. J'en suis ravie. Et aujourd'hui, je suis aussi ravie de te partager à la fois dans cet épisode le rôle central que la musique occupe dans ma vie depuis que je suis jeune, comment la musique accompagne ma transmission, en espérant que cela t'inspire, mais aussi ma méthode simple et créative pour composer des playlists qui vont porter les participantes et les participants à tes séquences, mais aussi ton intention dans ta séquence. Cette méthode est à mettre en pratique dès la fin de l'épisode, vraiment à actionner très rapidement. Si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas que tu peux le soutenir en le partageant autour de toi, en t'abonnant au podcast pour être informé des nouveaux épisodes, mais aussi en laissant un commentaire, un pouce sur YouTube ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça booste encore une fois très facilement l'algorithme pour me mettre en avant et permettre à plus de personnes de découvrir le podcast et donc me permettre de maintenir ce média que j'aime tant. Alors, la musique dans ma pratique personnelle, déjà une courte introduction. La musique, ça a toujours été une partie centrale dans ma vie privée et dans ma vie personnelle depuis que je suis jeune. J'ai joué du piano pendant très longtemps. J'avais tout le temps un baladeur Walkman, pour celles et ceux qui s'en rappellent, dans les oreilles quand j'allais à l'école, au collège, quand je revenais. Voilà, la musique a toujours été assez présente. Elle m'a permis vraiment de créer une bulle à la fois pour nourrir mon univers avec des morceaux que j'aimais beaucoup. Mes goûts musicaux sont hyper vastes. Ça va de la musique classique au rap, en passant par le métal et les musiques d'ambiance. Et j'aime vraiment beaucoup de choses, en fait. Je suis très sensible à, je pense, l'intention de la personne qui a créé la musique. Et en fait, ça m'a aussi permis, quand j'habitais Paris notamment, de me créer une bulle pour me protéger de l'agitation ambiante, parce que c'est vrai que pour moi, le bruit et la luminosité sont deux facteurs qui sont assez très stimulants. Et donc, avoir tout le temps des écouteurs dans les oreilles me permettait de m'isoler un petit peu de ce bruit pour avoir des moments pour me recentrer, parce que je me déplaçais beaucoup dans Paris lorsque j'enseignais. Et donc, le métro, la rue, parfois, c'est très, invasif, et ça me permettait vraiment de rester centrée entre les sessions pour arriver quand même avec un état harmonieux dans les sessions que j'enseignais. Dans ma pratique personnelle, aujourd'hui, j'avoue, je mets souvent de la musique. Par exemple, en yin yoga, je vais aimer mettre des musiques qui sont plutôt, tu t'en doutes, relaxantes ou en tout cas introspectives. Par exemple, j'aime beaucoup Beautiful Chorus pour le yin yoga. C'est un groupe de femmes, en fait, qui chantent une phrase souvent qu'elles vont répéter ou un paragraphe qu'elles vont répéter avec une musique derrière qui est très douce. Elles sont a cappella. Moi, ça me fait vraiment beaucoup vibrer. Il y a beaucoup d'artistes que j'utilise en yin qui me permettent aussi de me concentrer sur le souffle, c'est-à-dire qui ne sont pas invasifs et qui me permettent d'aller en profondeur, en introspection, comme j'aime le faire en yin yoga. Dans la danse du dragon ou le vinyasa, le prana flow, je vais avoir tendance à mettre des morceaux un peu plus dynamiques, un peu plus rythmés. J'aime beaucoup les instruments comme le tambour. J'avoue que j'ai développé un peu une allergie au handpan parce que je l'ai trop entendu, donc on n'en entend pas souvent dans mes playlists. Mais voilà, j'aime beaucoup le tambour, j'aime beaucoup les instruments qui mettent un rythme, les chants traditionnels aussi. Je trouve que dans la danse du dragon, comme il y a cette répétition, en fait, les chants traditionnels sont souvent basés sur de la répétition aussi et ça porte l'intention. Mais dans ma pratique personnelle, j'ai aussi le chamanisme où j'utilise beaucoup le tambour et les hochets, mais aussi le yoga de la voix où j'utilise beaucoup ma voix. Donc, on va voir justement comment cette expérience personnelle se traduit dans ma transmission. Donc, la musique dans ma transmission, il faut pas que ce soit un décor sonore. Il faut vraiment que tu sois certain et certaine que ça structure un rythme, que ça amplifie ton intention, que ça soutient aussi le ressenti que les participants peuvent avoir, même si bien évidemment c'est pas entre nos mains et chacun et chacune va vivre et ressentir ce qu'il ou elle a à ressentir. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus sur le lien entre la musique et le yoga, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 63 de ce podcast qui s'appelle « Faut-il mettre de la musique dans les cours de yoga ?» C'était lors de la FAQ de l'été dernier où j'avais répondu à cette question-là. Tu vas y retrouver en fait toutes les informations, les pour et les contre sur l'usage de la musique dans le yoga, parce que c'est vrai qu'il y a débat quand même. Il y a des personnes qui sont totalement contre, des personnes qui en mettent tout le temps. Moi, je suis entre les deux. Parfois, j'en mets pas. On va en parler justement. Mais en tout cas, dans ma description de l'épisode, tu vas retrouver le lien vers cet épisode-là. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu as un questionnement sur la musique dans le yoga, n'hésite pas à l'écouter. Pour moi, chaque playlist que tu vas créer dans ta transmission doit à la fois refléter ton thème et ton intention. C'est vraiment le premier point.
accompagner le rythme de la session. C'est-à-dire que bien évidemment, si à un moment tu fais une danse du dragon et que tu as l'étape yang, tu vas vouloir quelque chose qui est très actif. Si tu es en yin yoga, tu vas vouloir quelque chose qui soit plutôt doux. Tu ne vas pas mettre un morceau très rythmé en yin yoga, c'est peu probable, ou quelque chose de très très lent dans un vinyasa ou un prana flow au moment où tu es dans la wave, au moment où tu es le plus actif et où peut-être tu es sur la pause clé de ta séquence qui est peut-être un peu physique. Si tu mets une musique trop douce, en fait, ça va pas permettre aux personnes de trouver l'espace d'aller dans cette énergie-là. Et surtout, tu vas tester avant pour vérifier l'harmonie de ta playlist. Donc ça, c'est vraiment au niveau de ma transmission, c'est mes points que j'applique à moi-même. Vraiment, refléter mon thème et mon intention, accompagner le rythme de la session et surtout être testé avant. C'est-à-dire que de la même manière que je teste mes séquences, je teste mes playlists. Je ne transmets pas sans avoir vraiment expérimenté moi-même cette session. Donc, je t'évoquais juste avant que dans ma transmission, il y a des espaces dans lesquels je ne mets pas de musique. Et en effet, par exemple, dans le yoga nidra, où le silence est clé, c'est vraiment un point clé du yoga nidra et du restaurative, je ne mets pas de musique. La seule parenthèse que je ferai, c'est que parfois dans le yoga nidra, je vais jouer d'un instrument pour porter une des étapes du yoga nidra. Mais en général, il n'y a pas de playlist. C'est un instrument que je joue, que je peux commencer à un instant T, terminer à un instant T. Je peux jouer sur l'intensité et je peux surtout l'intégrer à la façon au scénario que j'ai créé dans le Yoga Nidra. Dans le restaurative yoga, c'est pareil. Le silence est vraiment un des composants du restaurative. Et donc, il n'y a pas de musique dans le restaurative yoga. C'est vraiment une pratique qui se fait en silence. Et j'avoue que dans le hatha yoga, j'aime aussi avoir du silence pour laisser l'espace aux pratiquants et aux pratiquantes de ressentir justement le yin et le yang, parce qu'il y a du souffle, parce que souvent, pour moi, c'est une pratique qu'on expérimente beaucoup, le hatha. On va utiliser les sangles, les blocs, on va aller d'un point à un autre. On cherche pas la fluidité du vinyasa et on veut pas forcément maintenir une introspection profonde comme dans le yin parce que le hatha yoga nous donne cette opportunité d'aller de l'un à l'autre. Par contre, de rester consciente et conscient de l'instant présent quand on passe de ces étapes à l'autre. Donc voilà, ça c'est les pratiques. Par exemple, le pranayama aussi. Il y a rarement de la musique quand je guide des pranayamas. C'est très très rare. Parfois, j'utilise un instrument pour le rythme quand on fait des respirations qui ont un rythme précis, mais il n'y a pas de musique. Donc tout ça, c'est des espaces, tu vois, où je vais laisser le silence prendre le dessus. Mais encore une fois, tu peux écouter l'épisode 63, il va te donner plein de clés à ce sujet-là. Un autre exemple concret, par exemple, c'est que c'est la danse du dragon. Donc dans la danse du dragon, pour l'étape 1 de la danse du dragon, qui est l'ancrage, je vais choisir des morceaux qui vont être vraiment dans cette idée de l'ancrage avec le thème. Donc si jamais, par exemple, c'est une danse du dragon solstice d'été, avec quelque chose qui est très solaire, je vais aller chercher un ancrage, par exemple, je l'évoquais juste avant, dans le son du tambour. Parce que le son du tambour, il peut avoir dans la peau ce rythme, en fait, qui est vraiment tribal, qui est vraiment primaire et qui nous ramène à l'ancrage. Par contre, dans l'étape yang de la danse du dragon, je vais aller chercher un morceau qui va porter la répétition et qui, à un moment, au moment où on va avoir la séquence complète, va me permettre de porter aussi la répétition de la séquence complète et de donner un regain d'énergie. Ça, c'est dans le cadre de la danse du dragon. Dans la graine dorée ou dans les autres séquences yang, je fais différemment. Si le fait que je te parle d'étapes dans la danse du dragon, tu te dis, mais de quoi elle parle, les étapes de la danse du dragon ou la graine dorée ou d'autres séquences yang, je t'invite à écouter cette fois-ci l'épisode 52. Pourquoi la danse du dragon plaît-elle autant dans ce podcast, mais surtout à nous rejoindre pour la formation Yang qui se déroule tous les ans à Evolve Yogashala en Côte d'Armor au mois de juillet. Cette formation 60 heures en Yang Yoga intègre toutes les séquences Yang du Yin Yoga avec les séquences Evolve Yoga également. Donc dedans, tu retrouves notamment la danse du dragon. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, je vais te mettre tous les liens en description et surtout n'hésite pas à m'envoyer un message si tu souhaites t'inscrire parce que les inscriptions ont déjà débuté pour juillet prochain. Une autre chose qui est très intéressante en fait à te questionner. Quand tu guides une session, est-ce que la musique te soutient ou te perturbe? Parce que je l'évoquais aussi un petit peu avant, il y a des personnes pour qui la musique c'est no way en yoga, c'est totalement ok, mais du coup, questionne-toi là-dessus avant. Est-ce que ça te porte ou te perturbe? Parce que si dans ta pratique personnelle, la musique c'est pas un élément qui t'accompagne, n'en mets pas. Si c'est par contre un élément qui te nourrit, tu peux en mettre en appliquant la méthode que je vais te partager juste après et aussi en te questionnant peut-être avec l'épisode que je t'ai évoqué avant pour vraiment être sûr que tu utilises la musique dans le cadre de ta transmission et pas en venant interférer avec l'expérience du yoga et des asanas que tes élèves vont faire. Donc, est-ce que quand tu guides une session, la musique
t'accompagne, te soutient, ou est-ce que ça te perturbe et te sort totalement de ta pratique? Si la réponse c'est que ça te sort de ta pratique, tu as déjà une très très bonne piste, c'est que peut-être que pour toi, la musique, c'est pas la peine, et concentre-toi sur les asanas. Un autre point que je vais te partager par rapport à ma transmission, quand j'ai débuté la transmission du yoga, même si la musique était très importante pour moi, au départ, je ne mettais de la musique que dans les ateliers. Parce que je trouvais que déjà gérer la création de séquences, les élèves, arriver dans un lieu, être familière avec un lieu, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai pas eu envie de mettre l'énergie dans une playlist. Je préférais mettre l'énergie dans la séquence en elle-même et dans ma présence aux élèves. Après, petit à petit, en gagnant en expérience, des ateliers, j'en ai mis aussi dans certaines sessions, puis dans d'autres, et puis dans mes retraites et mes formations. Donc vraiment, ça c'est un point aussi qu'on aborde dans l'accompagnement one-one qu'on fait, que je propose. Que ce soit expansion pour les guides et les thérapeutes ou reconnexion pour les pratiquantes et les pratiquants réguliers, c'est vraiment quel est le rôle que la musique joue pour toi? Parce que si ça t'encombre et que c'est quelque chose, je dis: «Oh là là, faut encore que je fasse la». T'embête pas avec ça, il y a plein de personnes qui aiment le yoga en silence. J'avais un échange avec une personne il y a un mois qui voulait s'inscrire à ma formation de Yin Yoga en février, et elle me disait: «Est-ce que tu parles, j'ai vu ta vidéo sur YouTube de pratique», parce que sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des pratiques de Yin Yoga. J'ai vu ta session, voilà, et cetera. Tu parles beaucoup. Est-ce que tu as tendance à parler beaucoup pendant les sessions de Yin? Alors je dis: ça dépend du thème, ça dépend de ce que je veux partager, mais c'est vrai que j'échange avec les élèves parce que des élèves qui arrivent sur le tapis, qui sont pas guidés tout de suite, des fois on se sent un peu perdu, on a envie d'être guidé. Puis dans ma transmission, c'est vrai que j'aime guider les élèves. J'aime leur donner des pistes de réflexion. J'aime leur permettre d'expérimenter, mais toujours en invitant. C'est-à-dire que je leur dis: c'est une invitation. Si ça parle pas, reviens au souffle, respire, laisse partir l'invitation. Et la personne me disait: c'est vrai que moi, dans ma transmission, j'ai l'habitude depuis des années de ne pas parler, de laisser le silence se faire. Et je lui disais: c'est génial, c'est une super bonne idée parce que le silence permet de créer un espace. Mais c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Donc, c'est à définir encore une fois, quelle est ta transmission, comment tu veux faire. Et cette personne vient finalement à la formation de février quand même. Elle m'a dit: je veux justement voir ça, expérimenter ça. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir voir, d'avoir tous ces outils, et tu choisis en fait quand tu en actionnes un ou pas. Donc maintenant, on a vu un petit peu l'introduction avec mon lien avec la musique, parce que ça te donne un contexte, hein. C'est pas pour rien que je te faisais la petite intro sur moi, c'est que partant du fait que la musique a toujours été présente dans ma vie, il est tout à fait logique en miroir qu'elle soit dans ma transmission et dans ma pratique personnelle. Et c'est pas un hasard si le yoga de la voix, le chamanisme et les instruments de musique dans le yoga m'attirent beaucoup et me plaisent. Mais maintenant, on va voir la fameuse méthode que tu peux actionner tout de suite après cet épisode, et vraiment, je t'invite à le faire et à me partager en commentaire ou en message privé comment ça se passe pour toi. Donc, cette méthode, en fait, je te l'ai simplifiée en 5 étapes. Ça fait partie des outils que je transmets parfois dans les accompagnements individuels. Donc, la première étape, toujours pour moi, c'est de rédiger ma séquence. Alors parfois, oui, j'entends un morceau de musique et je sais qu'il va être dans ma séquence suivante, ou je vais être touchée par un mot ou quelque chose, je sais que ça va être dans ma séquence avant même d'avoir la séquence complète. Mais je pars toujours de la séquence. Qu'est-ce que je veux? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux faire expérimenter? Donc là, c'est pareil, j'ai fait un épisode, j'ai plus le numéro en tête, mais sur la création de séquences, hésite vraiment pas à aller l'écouter. Mais voilà, je crée ma séquence. Et la deuxième, je vais observer cette énergie. Est-ce que cette énergie, elle est ascendante puis descendante? C'est-à-dire que c'est un vinyasa, au début on s'échauffe, on prépare une posture, on arrive sur une posture qui est un peu intense, et ensuite on va faire des postures qui vont compléter peut-être le mouvement, et on redescend vers Shavasana. Ou est-ce que c'est un yin yoga très linéaire, ou un yin yoga un peu intense au début puis très doux, ou complètement doux? Et en fait, avec ce rythme-là et cette intention de vécu, d'expérience, ça va me donner aussi des billes supplémentaires en plus de la séquence. Donc, étape 1, je rédige ma séquence. Étape 2, j'en observe le rythme et l'intention de l'énergie. Ce que j'appelle moi le BAV, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux communiquer vraiment là-dedans, c'est-à-dire mon intention. Avec ma séquence, et déjà dans la séquence, il y a mon intention qui est clairement définie, mais avec le rythme de la séquence aussi, ça va appuyer cette intention qui est vraiment centrale. C'est-à-dire qu'avant même de rédiger ma séquence, c'est mon intention qui prime. Et donc cette intention, elle va me permettre ensuite de passer à l'étape 3, qui va se passer sur Spotify pour moi. Peut-être que tu utilises Deezer, peut-être que en fait tu utilises Apple Music et tu as plein de morceaux de musique sur ton ordinateur. C'est OK. Moi, j'utilise Spotify depuis
2007 ou 2008. Ça a été créé en 2006. Mais avec l'usage que j'en ai professionnellement, Spotify est à date l'outil qui a le catalogue le plus large et surtout qui est le plus, pour moi, volatile et plus facile à utiliser dans ma vie professionnelle. Donc, en fait, dans Spotify, je crée des playlists privées dans lesquelles je classe à la fois des recommandations que Spotify me fait en fonction de mes écoutes, ce qui est très intéressant parce que comme j'utilise principalement en mode privé, en mode pro, je veux dire, j'ai des recommandations qui sont vraiment liées à ce que j'écoute dans mes sessions hebdomadaires et dans mes ateliers. Parfois, j'ai quelques interférences quand j'écoute de la musique avec ma fille. J'ai quelques petites surprises dans les propositions, mais voilà. Spotify va me faire des propositions toutes les semaines pour découvrir des nouveaux artistes ou des sorties de morceaux. Il y a des personnes qui me partagent des morceaux qu'elles aiment beaucoup aussi. Donc ça, c'est chouette quand il y a un échange comme ça où moi, je partage les playlists et puis d'autres personnes me disent « Ah, j'ai entendu ce morceau, j'ai pensé à toi pour une pratique de yin, c'était trop bien et tout ça. » Donc ça aussi, je vais le mettre dans les playlists privées. Et ça peut aussi être des choses que moi, je rencontre au fil du temps ou des morceaux que je retourne chercher, que j'aime beaucoup. Par exemple, en ce moment, je suis beaucoup dans l'estrage. Il y a pas mal d'estrage dans mes morceaux de musique. Donc, dans ces playlists privées, je vais classer déjà les morceaux. Donc, j'ai une organisation, les morceaux de yin et méditation, les morceaux de yang, donc tout ce qui est vinyasa, danse du dragon. Et j'ai même des playlists par éléments parce que j'aime beaucoup enseigner en fonction des éléments. Mais vois quelle organisation fonctionne pour toi. Ces playlists sont privées en fait pour moi parce qu'elles sont en vrac, elles sont très très riches et donc je les mets pas à disposition en public en fait parce que c'est vraiment du vrac, etc. C'est vraiment dès que je joue un morceau, je le mets dedans et puis après je vais repiocher quand je crée ma séquence. Donc elles sont privées et quand je crée la séquence, une fois que j'ai rédigé la séquence et que j'ai observé son rythme, dans ces bibliothèques, je vais aller piocher les morceaux qui vont porter à la fois la séquence et le rythme. Donc là, je vais, par exemple, si le morceau, la séquence, elle est, comme on l'évoquait tout à l'heure, douce au début, intense au milieu, et on redescend vers Shavasana à la fin, je vais avoir des morceaux qui vont peut-être plutôt être d'ambiance avec peu d'instruments au début, quelque chose de plus rythmé avec des voix au milieu, et quelque chose qui va avoir tendance à ralentir progressivement pour aller vers Shavasana. Moi, j'aime beaucoup ce qui est harmonieux, c'est-à-dire que je fais pas rarement du yin-yang-yin. Il va toujours y avoir du yin, du yin-yang, du yang, du yang-yin, du yin, si jamais c'est le rythme. Et les musiques suivent ce rythme-là. C'est hyper important pour moi. Et je pense que c'est pour ça que mes playlists plaisent autant. Elles sont vraiment faites en fonction du rythme de la séquence. Ensuite, donc, j'assemble toute cette playlist et je l'écoute déjà seule pour écouter le rythme. Donc, j'ai mes notes, en fait, de ma séquence et j'écoute la playlist pour voir en fonction du temps. Donc, ça va demander d'observer le temps des morceaux. Par exemple, je sais qu'une introduction avec tel mouvement, ça dure à peu près 15 minutes. Je vais regarder sur les 15 premières minutes que dans la séquence, c'est bien dans cette ambiance-là. Je sais que 20 minutes avant Shavasana, en séquence yang, je veux redescendre tranquillement vers quelque chose de très doux, de très délicat. Donc, je vais vérifier que les 20 dernières minutes vont dans ce sens-là aussi. Et enfin, je pratique avec la playlist. Donc, une fois que je l'ai bien écoutée, quand je valide ma séquence, en fait, je la pratique avec la playlist. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que souvent, régulièrement quand même, je me rends compte que à l'écoute, il y a un morceau qui colle et quand je pratique, je me dis non, ça va pas du tout. Et la dernière fois, ça me l'a fait, et pourtant j'ai pratiqué avec. Quand je l'ai passé aux élèves, c'était un morceau de musique, il y avait je pense que c'était de la trompette qu'il y avait derrière. Et en fait, ça collait très bien, moi, quand je l'ai pratiqué. Au moment où je l'ai passé, j'ai essayé 2 fois malgré tout, parce que je suis un peu têtue, en me disant quand même c'est bizarre, ça passe pas du tout. Donc je l'ai enlevé ce morceau et je l'ai remplacé par un autre. Mais c'est quand même intéressant de voir, quand tu pratiques, déjà ça te permet d'harmoniser une première fois. Et ça met une bonne ambiance en général quand ça arrive, parce que la dernière fois, quand j'ai entendu le morceau, j'ai dit à mes élèves, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu vous mettre une ambiance un peu crooneuse, un peu, voilà, comme ça dans le morceau, ça a fait rire tout le monde, ça détend un petit peu. Ça permet aussi parfois de désintensifier un moment de séquence. Et puis, ça crée du lien. Ne jamais avoir peur de l'autodérision. C'est quelque chose qui est quand même très sympa. Donc voilà, donc les 5 étapes, je rédige ma séquence, je définis le rythme pour savoir à peu près quel est le rythme de ma playlist. Je crée des playlists en parallèle, toujours privées, dans Spotify, mais je crée des playlists dans lesquelles je mets les morceaux que je on va dire classe, pour être sûr que quand je vais dans la playlist yang, il n'y a que du yang, du yin, il n'y a que du yin, etc. J'assemble les morceaux pour créer ma playlist, je l'écoute et ensuite je pratique ma séquence avec la playlist. Et je partage aussi avec toi que cette dernière année, ce que j'ai fait, puisque maintenant j'anime des sessions hebdo en présentiel et en ligne au Chala, souvent maintenant j'ai une playlist mensuelle
Donc, j'ai une playlist qui va servir sur tout un mois, voire 2. Par exemple, en général, novembre-décembre, j'ai la même playlist parce que mi-décembre, on s'arrête pour les vacances de fin d'année parce qu'il y a personne. Donc, je maintiens pas les cours fin décembre. Surtout là, cette année, ça tombe mercredi, jeudi, je crois, les jours fériés. Donc, bref. Et donc, en fait, novembre-décembre, c'est la même playlist. Et puis ponctuellement, je vais avoir une séquence qui va me titiller un peu, donc je vais peut-être créer, je l'ai fait il y a 2 semaines, j'ai créé une playlist spécifique pour cette séquence-là, parce que je me suis dit, mais aujourd'hui, je ne m'impose plus de créer une nouvelle playlist à chaque séquence. Je l'ai fait pendant des années, donc j'ai un nombre de playlists, je crois que je suis plus de 350 playlists dans Spotify, donc c'est énorme. Et voilà, c'est important de te dire, tu n'es pas obligé de créer une playlist pour chaque séquence, c'est pas obligé d'être comme moi. Tu peux aussi, comme la Angel d'aujourd'hui, créer une playlist pour 1 mois ou pour 2 mois ou pour un type de séquence. Par exemple, je sais que pour la danse du dragon, le fil rouge, quand je l'enseigne sur 1h30, ce que j'adore faire des fois en initiation, j'ai toujours la même playlist parce qu'elle fonctionne très bien et j'ai toujours plaisir, moi, à retrouver ces morceaux-là parce qu'ils sont chargés du coup maintenant en plus émotionnellement et les personnes, ça roule tout seul, elles aiment ces morceaux-là. Donc, je vais te partager maintenant quelques clés après cette méthode, vraiment pour te guider aussi autour de cette méthode. La première clé, vraiment, c'est de clarifier ton intention. Je l'ai évoqué juste avant, mais avant même de créer ta séquence, clarifie ton intention de séquence. Avant même de créer ta playlist, clarifie l'intention de ta playlist au regard de ta séquence. Le deuxième point, c'est créer des playlists privées, donc nourris-les. Créer des espaces qui sont pour toi, où tu peux mettre tous les morceaux qui t'inspirent, que personne ne regarde, donc tu t'en fiches, tu les mets, que tu peux réécouter, resélectionner, remettre ou enlever. J'ai fait un gros nettoyage, moi, cette année sur des playlists. Ces playlists-là, par exemple, la Yin Yoga que j'ai depuis 2014, parce qu'il y a des morceaux, je sais que je les utilise plus du tout dedans. Partage aussi les playlists avant tes ateliers et tes sessions privées en ligne. Ça peut sembler idiot, mais parfois on n'y pense pas. J'ai beaucoup de personnes en one-one qui n'y pensent pas. Si tu enseignes en ligne, envoie le lien de ta playlist parce que certaines personnes sont sur Spotify. Si c'est pas le cas, elles auront le lien pour retrouver les morceaux après avec les replays. Elles pourront, retrouver les morceaux de leur côté pour pratiquer les replays avec certains morceaux de la playlist qui les auront touchés. Mais ça permet en fait d'aller à la rencontre du pratiquant et de la pratiquante chez elles. Donc, je le fais pour mes sessions hebdo et pour mes ateliers principalement. En retraite, les personnes sont là physiquement. En formation, ça dépend si c'est une hybride, présentielle ou en ligne. Mais en tout cas, n'hésite pas à les partager pour que les personnes soient un peu plus avec toi. Parce que moi, je sais que j'avais beaucoup de plaisir, et même aujourd'hui, quand je pratique en présentiel et que je transmets en présentiel, à mettre à jour la playlist en direct. C'est-à-dire que si un morceau marche pas, paf, je zappe. Si un morceau marche très bien, mais que le suivant, je sais ce que c'est, ça va peut-être faire redescendre l'énergie, je remets le morceau. Donc, j'interagis constamment. C'est pour ça que j'ai tout le temps une tablette devant moi parce que ça me permet d'être disponible pour les élèves, de sentir l'énergie, de me dire, le morceau suivant, je sais qu'il va faire redescendre trop vite l'énergie. Je remets ce morceau-là qui fonctionne très bien. Ou, oh là là, comme l'autre jour, ce morceau-là, ça va pas du tout. Hop, on passe au suivant, c'est très bien. Mais partage-la. Et tu peux retrouver quelques-unes de mes playlists vraiment sur Spotify que j'ai mis en public. Peut-être ça peut te servir de base pour t'inspirer, pour créer tes propres playlists. Donc n'hésite vraiment pas. Je vais te mettre le lien de mon profil Spotify dans le descriptif. Même si tu ne l'utilises pas, tu vas pouvoir voir les noms des morceaux et peut-être tu peux les retrouver de ton côté aussi. J'espère vraiment qu'elles vont t'inspirer en tout cas. Utilise la musique comme un outil subtil, jamais comme une distraction. Ça, on s'est mis d'accord dès le début. La musique, ça doit vraiment te porter, accompagner, ça doit pas interférer, ça doit pas être principal. Donc, le volume sonore est très important, les instruments, le rythme, vraiment. Et si tu as un doute, encore une fois, n'en mets pas. Les asanas se suffisent à eux-mêmes, les pranayama, comme je l'évoquais, se suffisent à eux-mêmes. Et toujours teste et ajuste, c'est hyper important parce que tu peux créer quelque chose sur le papier qui a l'air très bien et en le passant, tu vas te rendre compte que ça fonctionne pas du tout. Donc, tu pratiques avec la playlist, ta séquence, tu vérifies que ça fonctionne. Vraiment, n'hésite pas parce que ça peut révéler certaines gênes. Donc, une autre question d'introspection pour toi à la fin de ces clés. Quelles playlists ou morceaux te font vibrer en ce moment? Et comment tu peux les intégrer dans ta transmission ou ta pratique pour les faire tiennes? Pour conclure, en fait, ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que la musique est un outil puissant. Elle peut vraiment avoir un impact sur l'énergie du groupe et l'énergie de la pièce qu'on appelle le BHAV, B-H-A-V, en sanskrit. Mais elle doit toujours être au service de ta pratique et surtout dans le respect des pratiquants et des pratiquantes. Quand j'enseignais en entreprise, il n'y avait pas de musique, par exemple. C'est pas. S'il y a un morceau qui gêne quelqu'un ou autre, parfois je vais l'enlever si je le vois.
mais en tout cas, assure-toi que c'est vraiment respectueux. Prends le temps de créer tes playlists, mais sans te mettre la pression. Si on n'a pas, ça sera très bien, vraiment. Il faut que ça reste un plaisir et que ce soit bien pensé au regard de ta playlist. Donc, te mets pas un poids en plus dans ta gestion. Si tu as déjà énormément de choses à gérer, dis-toi que c'est vraiment secondaire. Teste, ajuste, expérimente, teste, ajuste, expérimente, teste, ajuste, expérimente. Je dirais que ça sur ce point. Et partage et inspire. Vraiment, si tu guides en ligne, pense à envoyer tes playlists, partage certaines de tes playlists, parce que ça permet aux personnes aussi de te partager leurs morceaux. J'espère que tu vas le faire d'ailleurs et que tu vas m'envoyer tes morceaux préférés du moment. Une fois que tu auras écouté mes playlists, peut-être pour voir, pour échanger, pour voir un petit peu ce qui nous fait vibrer en ce moment. Il faut que ce soit un prolongement de ta transmission. Garde à l'esprit que la musique ne fait pas tout, et même si elle peut transformer une expérience. Comme toujours, trouve ce qui te ressemble et laisse ta créativité guider le processus. Laisse ta créativité guider le processus. Utilise ma méthode le plus vite possible et raconte-moi en commentaire ou en message privé comment ça se passe pour toi. Encore une fois, n'hésite pas à me partager tes morceaux ou tes artistes du moment. Je suis toujours heureuse de découvrir de nouveaux artistes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.